Ok, je propose qu'on démarre. Donc, une nouvelle fois, un bonjour à tous et à toutes. Merci d'être parmi nous pour la présentation, la première présentation, mais on va vous expliquer tout ça dans le détail, des résultats de l'étude de MIPS, menaces informatiques et pratiques de sécurité en France. Je vais commencer par passer la main et la parole à Jean-Marc Grémy, donc le président du CLUSIF, qui va vous faire une petite introduction et vous parler un peu des dernières actualités de la maison CLUSIF. Jean-Marc, c'est à toi. Merci Lionel. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Merci de nous avoir rejoints cet après-midi pour ce premier webinaire sur une série de 3. Mais Lionel reviendra sur cette explication du découpage consécutif à la situation et à la crise sanitaire que vous connaissez. Je vous rappelle peut-être rapidement un petit peu l'actualité du CLUSIF ou les actualités du CLUSIF. C'est d'abord et avant tout l'Assemblée générale qui doit se tenir le 29, donc lundi prochain à 15 h. Elle sera, elle aussi, complètement dématérialisée pour les raisons que j'évoquais. Donc, je vous invite à participer nombreuses et nombreux à cette Assemblée générale. Nous avons un certain nombre de résolutions importantes, même si nous n'avons pas de renouvellement du conseil d'administration cette année. Il y a quand même il y a quelques résolutions importantes pour l'avenir du CLUSIF. Je vous en dis pas plus, venez. Si vous ne pouvez pas venir, vous avez jusqu'à demain matin 9 h pour envoyer votre procuration à l'adresse qui est présente sur le slide, adhérent@clusif.fr, mais vous connaissez bien cette adresse. L'autre partie de l'actualité, on a profité, alors du coup c'était prévu, mais on a profité donc de cette période pendant laquelle nos deux permanentes n'ont pas chômé au sens propre du terme chômer en ce moment et comme au sens figuré, nous sommes en train de refondre l'ensemble de nos outils collaboratifs. Donc GoToWebinar est un premier exemple. On a un nouveau site web qui devrait sortir d'ici avant la fin de l'année, d'autres outils collaboratifs de partage d'informations, d'échange avec vous de façon très sécurisée comme toujours. Et nous avons profité du confinement pour avancer les travaux de rénovation du CLUSIF, donc des locaux de la rue de Mogador, puisqu'en fait nous avons prévu, donc c'est au budget, on va vous le présenter lundi prochain, de rénover l'ensemble des locaux pour avoir une meilleure utilisation, un meilleur usage des 145 mètres carrés et donc un meilleur accueil des adhérents pour les activités du CLUSIF. Donc vous découvrirez tout ça très probablement à la rentrée. Donc hop, je te laisse passer au slide suivant, Lionel, merci. Donc la restitution qui va vous être présentée aujourd'hui, faite par Lionel Mourer, sur la partie entreprise, mais Lionel était aussi, donc Lionel qui est administrateur du CLUSIF, qui a été aussi responsable de l'ensemble de l'étude, et ça doit être la 10e année, je pense, que Lionel est responsable de l'étude. C'est ça, la 10e année et la 5e étude. C'est tous les 2 ans. La 5e étude du coup. Probablement que, bon, je laisserai Lionel en parler un peu, mais l'étude va changer un peu dans le futur en termes de physionomie, mais pour l'instant, je ne dévoilerai rien, je laisserai le groupe de travail l'évoquer. Je remercie donc Lionel pour son travail, son implication très forte, Cyril Bras de la métropole Grenoble-Alpes qui s'est chargé de la partie de l'étude sur les collectivités territoriales, puisque vous savez qu'on a un rythme tous les 2 ans, Cotter et centre hospitalier. Et puis, je remercie aussi vivement Jérôme Notin, le directeur général de JIP Acima, mais qui est peut-être plus connu sous la plateforme cybermalveillance.gouv.fr, qui, Jérôme, s'est emparé du sujet de la partie internaute depuis 2 ans, enfin depuis 2 études, pardon, et je le remercie vivement comme Lionel et Cyril, de leur implication et du travail qu'ils ont fourni pour arriver à cette présentation et à ce rapport qui vous sera livré après la dernière présentation faite le 7 juillet. Et puis, dernier point, je remercie aussi nos sponsors qui soutiennent le CLUSIF dans l'organisation des conférences. Et dernier remerciement à l'endroit de nos 2 permanentes, Lumena Duluc, la déléguée générale, et Juliette, qui est la chargée de mission sur la partie communication, qui ont fait un travail remarquable de disponibilité et de créativité pour vous présenter cette nouvelle charte graphique et cette mise en page. Donc, je vous remercie toutes et tous de votre implication et je laisse maintenant la parole à Lionel. Et bonne présentation. À très vite. Merci beaucoup Jean-Marc. Donc effectivement, on va passer dans le vif du sujet de la présentation de l'étude. Donc cette présentation, cette heure que nous avons devant nous, va se faire en 2 étapes. Une première étape où je vais vous parler de l'étude de façon globale, de façon générale, et puis dans un second temps, bien sûr, je vais zoomer, et ça sera la partie la plus importante de l'étude sur la partie entreprise. À tout moment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser
pardon, la partie questions de votre panneau de configuration GoToWebinar qui vous permet effectivement de poser des questions. Alors les questions, je n'y répondrai pas en temps réel pour pas trop, pour être sûr de pouvoir arriver au bout de ma présentation, mais j'y répondrai à la fin et selon le nombre de questions, je répondrai à toutes les questions ou à une partie seulement. Ça va dépendre du nombre de questions. Pour autant, on pourra continuer nos discussions dans d'autres cadres et en particulier occlusif. J'imagine qu'il y a parmi vous un certain nombre d'adhérents et puis peut-être des non-adhérents et je ne peux que les encourager à adhérer occlusif. Alors cette étude MIPS 2020, les objectifs de l'enquête, j'ai envie de dire, ils sont toujours les mêmes. Hein. On est toujours sur un modèle, donc effectivement, Jean-Marc a précisé que ça faisait maintenant 10 ans, 5 études que j'en étais le responsable, mais cette étude, elle est plus vieille que ça. Elle a une vingtaine d'années aujourd'hui, et depuis qu'elle existe, les objectifs sont un peu toujours, sont les mêmes. Hein. C'est établir un état des lieux des pratiques de sécurité et de la sinistralité de l'information en France. Et puis déterminer des tendances. On est dans une étude, j'en reparlerai tout à l'heure, mais qui est une étude de type statistique qui permet effectivement de projeter dans le temps un certain nombre d'évolutions et on verra que dans les graphes que je vais vous présenter ensuite et les chiffres que je vais vous présenter ensuite, il y aura un certain nombre de choses qui évoluent dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Hein, on va revenir dessus. Et donc, il y a cette notion effectivement de visualiser des tendances, comment évolue la sécurité de l'information, sur des questions qui pour certaines sont les mêmes depuis toujours, et puis sur d'autres, avec l'arrivée de nouvelles technologies, de nouveaux usages, etc., qui sont des questions qui peuvent être nouvelles d'une étude sur l'autre. La démarche qui est retenue, c'est également quelque chose qui est classique, qui est commun. Donc, on est dans une étude bisannuelle hein, qui a lieu tous les 2 ans, qui effectivement va évoluer, mais j'en parlerai pas nécessairement beaucoup aujourd'hui. On reviendra vers vous dans d'autres cadres pour ça. Un questionnaire, donc on monte un groupe de travail, hein, comme on sait bien le faire au sein d'Occlusif, dédié à l'étude MIPS, un questionnaire des questionnaires, pardon, un par thématique de l'étude, qui sont formalisés généralement de septembre à décembre de l'année précédant la publication de l'étude. Donc là, c'était septembre-décembre 2019. Puis une enquête qui est confiée à un cabinet d'études marketing spécialisé. Hein, donc cette étude, encore une fois, elle est basée sur des résultats statistiques. Donc on ne fait pas l'enquête nous-mêmes. Hein, on la fournit, enfin on la demande à un cabinet spécialisé. Donc on paye un cabinet spécialisé hein, pour cela. Cette année, comme les années précédentes, en tout cas les 3 fois précédentes, c'était GMV Conseil. Alors j'aurais juste un tout petit mot très rapide. Malheureusement, GMV Conseil fait partie des organisations qui n'existent plus du fait de Covid. Donc voilà, paix à leur âme si je peux me permettre. En tout cas, cette année, ils ont été au bout de l'enquête et ils nous ont mi-mars donné l'ensemble des résultats. Ces résultats sont des résultats anonymisés, bien sûr. Hein, on n'a pas accès à qui a dit quoi dans le détail. Par contre, on a une vision par thématique ou par taille d'entreprise. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Ces résultats sont ensuite analysés par un groupe de travail d'experts, un groupe d'experts qui va formaliser le rapport d'étude et évidemment l'ensemble des éléments que je vais vous donner aujourd'hui. Les restitutions des résultats auront donc lieu aujourd'hui pour la partie entreprise, le 30 juin pour la partie collectivité territoriale et le 7 juillet pour la partie internaute. Et puis à partir du 8 juillet, on publiera l'intégralité du rapport, sachant que vous aurez également une publication par thématique pour chacune des thématiques présentées qui aura lieu dans la foulée de la présentation. Donc, je ne sais pas l'heure précise, mais en tout cas aujourd'hui, quelque part dans la fin d'après-midi ou dans la soirée, vous aurez la publication de la partie entreprise qui sera faite et qui sera disponible. Bien sûr, le rapport contient beaucoup plus d'informations que ce que je vais vous présenter. Je vais surtout, moi, m'axer sur les chiffres principaux, les plus révélateurs. L'enquête donc est réalisée, je vous l'ai dit, de début janvier à mi-mars 2020 et elle porte donc sur des données 2019. Donc on interviewe un certain nombre de personnes, on verra qui est interviewé dans la suite et ces personnes vont nous parler de ce qui s'est passé en 2019. Alors je fais un très petit aparté aussi là, très rapide. C'est la raison pour laquelle MIPS va peu parler du Covid, voire pas parler du Covid. Bien sûr, il s'est passé plein de choses liées au Covid et ça, ce sont des choses qu'on pourra ressortir dans l'étude 2022 qui traitera des problématiques des années précédentes. Pour autant,
on le verra tout à l'heure dans la partie entreprise, il y a quand même des choses qui bougent et qui, pour un certain nombre, je parle en particulier de la mobilité, ont été mises en œuvre et en place liées à cette pandémie. L'échantillon, je l'ai dit, il est statistiquement représentatif. Je reviendrai sur l'échantillon entreprise plus précisément tout à l'heure. Et les chiffres sont redressés au vu des chiffres officiels de l'INSEE. Donc encore une fois, on est dans une vraie étude statistique. C'est la seule étude en France dans le domaine de la sécurité qui porte sur des données extrêmement fiables, je vais dire, au regard de la vision statistique de l'INSEE. Cette année, donc tous les 2 ans, l'étude, je l'ai dit tout à l'heure, cette année, 3 thématiques, comme chaque fois, mais certaines thématiques peuvent évoluer d'une étude à l'autre. Et donc cette année, les thématiques étaient les suivantes. Les entreprises de plus de 100 salariés, donc on a interviewé 350 entreprises. Les collectivités territoriales, 202 collectivités territoriales ont été interviewées. Donc la restitution des collectivités territoriales sera faite le 30 juin. Et les internautes, où 998 internautes ont été interviewés et de la même façon, cette restitution sera faite le 7 juillet. Les entreprises et les collectivités territoriales, ça se passe par des appels via des appels téléphoniques, en moyenne 25 minutes. Donc la personne qui répond, qui est un RSSI ou quelqu'un d'autre, ça aussi on le verra tout à l'heure pour les entreprises, passe en moyenne 25 minutes au téléphone à répondre à l'ensemble des questions. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose de lourd, de complet, et vous allez vous en rendre compte pour ceux qui ne connaissent pas encore cette étude, de précis. Et pour la partie internaute, ça se passe via un formulaire web. Et tout ça, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, est géré par l'Institut de sondage, qui était GMV Conseil dans notre cas. Pour les entreprises et les collectivités territoriales, on ne change pas une équipe qui gagne, j'ai envie de dire, et on continue à utiliser le modèle, la liste des thématiques issues de l'ISO 27002 ou de l'annexe A de la 27001 pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire 14 thèmes qui permettent d'avoir une vision assez exhaustive de la sécurité, pas seulement technique, pas seulement informatique, mais vous le savez bien, la sécurité de l'information, c'est aussi de l'organisation, c'est aussi des RH, enfin des ressources humaines, c'est aussi des services généraux, de la sécurité physique, etc., etc. Voilà, donc l'ensemble des thématiques sont traitées dans le cadre de cette étude, et c'est sur ce modèle-là que je vais vous dérouler les détails de la partie entreprise tout à l'heure. Pour la partie internaute, on est toujours dans la présentation générique de l'étude. On est sur un questionnaire en 4 volets. Alors, encore une fois, ça vous sera présenté plus en détail début juillet. Profil des internautes et inventaire informatique, qui ils sont et qu'est-ce qu'ils ont à la maison au sens informatique du terme, non seulement les PC, mais les smartphones, les tablettes, voire les frigos connectés. La perception, la sensibilité aux menaces et aux risques, les usages, comment ils utilisent Internet et comment ils font au quotidien dans leurs usages, et enfin les moyens et les comportements de sécurité. Et ensuite on croise un peu tout ça et on en ressort des éléments de l'étude. Encore une fois, je vous donne rendez-vous pour cette partie internaute début juillet. Spécial dédicace à mon tour, parce qu'effectivement, MIPS, vous en rendez pas nécessairement compte, pour ceux qui n'ont pas nécessairement déjà participé à l'étude en tant que telle. Mais bien sûr, vous me voyez moi, vous allez voir Cyril, vous allez voir Jérôme. Mais derrière, c'est en fait une équipe bien plus importante que ça. Donc, c'est déjà des responsables de thèmes. Donc, effectivement, merci à Cyril, merci à Jérôme qui ont porté les thèmes, moi étant le porteur à la fois de l'étude et du thème entreprise. Cyril, le porteur pour les collectivités territoriales, et Jérôme pour les internautes. Merci aussi aux experts et aux expertes qui ont travaillé, puisque le groupe d'experts, c'est pas que 3 personnes, c'est 25 personnes environ, qui vont intervenir pour justement dépouiller l'intégralité des chiffres. Alors, j'ai mis experte parce qu'on avait cette année-ci une dame. D'habitude, il y en a un peu plus. Bon, voilà. Donc, merci à elle et merci à tous les messieurs qui ont travaillé au dépouillement de l'ensemble des chiffres, qui donne au final un rapport de plus d'une centaine de pages, le rapport global, et donc encore une fois auquel vous aurez accès par thème après chaque prestation, à chaque restitution, et puis globalement après la dernière restitution. Merci aussi à Jean-Marc, au président, merci au conseil d'administration du CLUSIF, qui d'une année sur l'autre ou de 2 ans sur l'autre, pour cette étude bisannuelle, sont toujours présents, nous soutiennent toujours, valident le budget auprès de la structure d'enquête, voilà, et garantissent aussi que l'étude correspond bien à la vision du CLUSIF.
Donc encore une fois, merci également à eux. Et puis je vais également me permettre de faire un grand merci à Lumena et à Juliette, aux deux permanentes du Clusif qui ont fortement contribué à cette étude à nouveau. C'est la deuxième pour Lumena, donc voilà, elle était bien rodée de la précédente. C'est la première pour Juliette, donc effectivement, on est dans une des grosses études du Clusif, un des gros domaines avec le panorama de la cybercriminalité. Bien sûr, il y a tous les autres groupes de travail que je ne citerai pas là. Je vais avancer. Voilà, donc un grand merci à toutes ces personnes qui ont permis de faire en sorte que cette étude soit aujourd'hui vous soit aujourd'hui présentée. Donc je vais attaquer la partie qui nous intéresse aujourd'hui, la partie entreprise. Première donc restitution, effectivement, donc pour la partie entreprise. Je vais donc dérouler sur les thématiques de l'ISO 27002, encore une fois, enfin les têtes de chapitre de l'ISO 27002, et nos questionnaires sont basés et retravaillés sur ces sujets-là. Donc l'objectif, c'est de vous identifier un certain nombre de chiffres qui nous semblent les plus intéressants ou les plus pertinents. Encore une fois, dans le livrable final, vous aurez beaucoup plus d'informations que ça. Et si vous avez bien entendu des questions, n'hésitez surtout pas à les poser, encore une fois, dans la partie questions de l'outillage GoToWebinar. Présentation de l'échantillon. Donc on l'a dit, 350 entreprises françaises de plus de 100 salariés ont été interrogées. Alors ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que quand on a au final 350 réponses, il y a pratiquement 4000 entreprises qui ont été appelées. Des entreprises de plus de 100 salariés, il y en a environ 15 000 en France. Donc on a un ratio de réponse 350 versus 15 000 qui est excellent, qui est vraiment excellent au sens statistique du terme. Je vous rappelle que pour avoir des chiffres statistiquement viables sur la population française, on interviewe 1000 personnes et ça représente 65 millions. Donc quand on en interviewe 350 et que ça représente 15 000, vous imaginez bien que la valeur statistique de l'enquête, elle est absolument forte. 4 tailles d'entreprise, tout comme il y a 2 ans, tout comme en 2018, les entreprises de 100 à 250 personnes, de 250 à 499, de 500 à 1999 et les plus de 2000 salariés. Cet échantillonnage d'entreprises nous permet de voir si effectivement, dans certains cas, il y a peut-être des choses qui se font dans les plus grosses et pas dans les plus petites ou inversement. Donc on verra que dans certains diagrammes que je vais vous présenter, c'est assez flagrant dans un certain nombre de cas. Et puis enfin, des secteurs d'activité. 5 secteurs d'activité, les mêmes qu'en 2018 également, un secteur dit de la finance, banque assurance, un secteur autour des métiers du commerce, un autour de l'industrie du BTP, un autour des services et enfin le 5e autour des transports et télécoms. Les personnes interrogées, donc dans 22% des cas, ce sont des RSSI. Dans 67% des cas, ce sont des responsables informatiques au sens large. Bien sûr, ça peut être un DSI dans une structure d'une certaine taille, ça peut être un responsable informatique dans une plus petite structure, mais ce sont les gens qui gèrent l'informatique d'une manière globale dans 67% des cas. Et lorsqu'on regarde pour les RSSI, dans les entreprises de plus de 200 salariés, on a réussi à atteindre dans 35% des cas les RSSI. Ça ne veut pas dire que ces entreprises n'ont pas nécessairement de RSSI. On verra tout à l'heure que globalement, les RSSI sont de plus en plus en place dans les organisations, mais c'est les personnes qu'on a réussi à joindre et à passer 25 minutes avec au téléphone pour identifier, qu'elles répondent à notre questionnaire. Alors on rentre dans le vif du sujet, justement sur le RSSI. La question qu'on pose d'année en année, c'est la fonction de RSSI est-elle clairement identifiée et attribuée? Donc là, je vous ai relayé le graphe qui prend en compte la taille de l'entreprise et on se rend compte qu'effectivement, dans les grandes entreprises, donc en bleu, vous avez les chiffres 2020, en rouge, vous avez les chiffres 2018, là on compare les 2 dernières études, et on se rend compte que dans les plus grandes entreprises, aujourd'hui, 100% des entreprises ont en tout cas des entreprises répondantes, et on imagine bien que c'est très proche de la réalité, ont aujourd'hui un RSSI. Ça ne dit pas si le RSSI est tout seul, s'il fait ça à temps plein, s'il fait ça avec une équipe de 20 personnes, mais en tout cas, il y a une personne identifiée très clairement comme étant RSSI. Et on voit que dans les plus petites entreprises, de 100 à 500 personnes, à 499 personnes, on a malgré tout 72% des organisations qui ont mis en place un RSSI. Donc voilà, donc globalement, on a un bond assez notable sur 2 ans, puisqu'on est passé de 58% à 72% des entreprises qui disposent d'un RSSI et 93% dans la banque assurance. Dans 56% des cas, ce RSSI est rattaché à la direction générale. Là aussi, on est sur un taux qui augmente. Dans 31%, il est rattaché à la DSI. Ce taux stagne. Donc, vu du Clusif, on
considère qu'un RSSI, son meilleur rattachement, c'est pas la DSI, parce que si à un moment donné, il faut arbitrer entre l'informatique et un sujet sécurité, ben, c'est mieux que le DSI soit pas le patron du RSSI. Donc, ben, nous, on perçoit ça plutôt positivement. Et le fait que le rattachement soit plutôt à la direction générale peut montrer que effectivement le RSSI a peut-être un pouvoir réel d'arbitrage potentiellement. Et puis, il perd un petit peu de fonctions opérationnelles puisque parmi les différentes fonctions que le RSSI porte, des fonctions de sensibilisation, des fonctions de gestion de la politique de sécurité et d'autres, que vous retrouverez en détail dans le rapport, la partie opérationnelle diminue un petit peu. C'était un quart de son travail il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est plus qu'un cinquième. Donc là aussi, ça sous-entend qu'effectivement, le RSSI prend un peu de hauteur dans les organisations et particulièrement dans les plus petites, et c'est plutôt positif. Ensuite, on peut se poser la question des budgets. Alors les budgets de sécurité, c'est toujours un vrai questionnement. Donc là, on vous a mis le graphe par grand domaine d'activité. Globalement, la barre verte qui est à peu près équivalente à peu près partout, c'est les budgets sont constants. Ce qui est à gauche de la barre verte, c'est les budgets sont en augmentation, plus ou moins forte, donc le bleu et le rouge. Et puis ce qui est à droite de la barre verte, c'est les budgets sont en diminution. Donc une plutôt bonne nouvelle, on a plutôt des budgets à l'année 2019, quels seront les budgets de l'année 2020 avec Covid, l'avenir nous le dira. Encore une fois, ce graphe-là ne répond pas à ça. Mais plutôt des budgets en augmentation ou en stagnation, ce qui malgré tout est pas si mal. Déjà, si le budget reste ce qu'il était, c'est pas si mal. On va voir qu'il y a quand même un chiffre qui va venir après, qui met un peu tout ça en perspective et qui minimise peut-être un peu cette vision qui pourrait sembler très très positive. 34% des entreprises identifient les coûts liés à la sécurité de l'information, c'est 14 points de plus qu'en 2018, qui était à 20%. Donc ça reste quand même encore qu'un tiers des organisations qui se posent la question des budgets de la sécurité de l'information. Et puis on a toujours en tête la mise en place de solutions techniques. Donc la sécurité reste encore la sécurité de l'information reste encore beaucoup vue comme étant un sujet des techniciens, de la DSI, de l'informatique. Donc il y a encore matière à évoluer là-dessus, parce que bien sûr la sécurité de l'information, c'est évidemment de l'informatique, mais pas que. Excusez-moi. Voilà. Et ce sur quoi je voulais attirer votre attention, et peut-être qui est un des chiffres les plus significatifs finalement de cette étude, c'est le fait qu'aujourd'hui, seuls 8% des entreprises ont sanctuarisé leur budget sécurité. Pour 56%, ils sont remis en cause chaque année. Et ça, donc, ça sous-entend que aujourd'hui, la sécurité reste une variable d'ajustement budgétaire. Vu du CLUSIP, c'est pas tellement acceptable. Je ne sais pas si le mot est fort ou pas, mais en tout cas, ça serait bien qu'on n'en soit pas là. Ça serait bien que parmi les budgets qui sont un peu sanctuarisés, il y en a d'autres dans les organisations, celui de la sécurité de l'information en fasse partie. Ça ne veut pas dire qu'on ne se pose pas des bonnes questions en fonction de ce qu'on a à faire par rapport à un budget, mais aujourd'hui, on voit qu'on est encore dans un budget de type variable d'ajustement. Ça veut dire que quand l'entreprise va bien, on n'a pas trop de mal à mettre de l'argent dans la sécurité de l'information. Puis quand elle va pas bien, ça fait partie des premiers budgets qui sautent. Comme par exemple avec celui aussi classiquement de la formation. Voilà. Et ça, nécessairement, nous, on le perçoit pas très très positivement. Voilà. Donc, s'il fallait retenir un seul chiffre de cette étude, alors je vous le donne au début, mais j'en reparlerai à la fin, c'est celui-ci. Alors il y en a d'autres, et on va en voir d'autres. La politique de sécurité de l'information, mise à jour depuis moins de 3 ans pour 87%, soutenue par la direction générale par 95%, c'est plutôt des bonnes choses. Et est-ce que votre organisation, votre entreprise a formalisé sa PSSI? On voit que globalement, une grande majorité des organisations l'ont fait. Là, encore une fois, dans les entreprises de plus de 2000 salariés, on a globalement 100% des organisations qui ont fait une PSSI. Alors j'avance assez rapidement malgré tout, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et on est dans un temps relativement contraint. La sensibilisation qui augmente également, qui passe de 50 à 60% entre 2018 et 2020. Donc c'est plutôt aussi une bonne chose. Avec malgré tout seulement 30%, même si ça multiplie par 2, puisqu'on passe de 15% à 30%, des entreprises qui mesurent cette sensibilisation. Donc aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'organisations qui sensibilisent. Donc, parmi les 60% qui sensibilisent, il n'y en a qu'un tiers
qui va s'intéresser à est-ce que ma sensibilisation a été bien perçue, pertinente, est-ce que les gens ont compris, hein, donc sous-entendu, est-ce qu'il y a des questionnaires derrière sous une forme ou sous une autre, hein, qui permettent de montrer que la sensibilisation est efficace. Et puis 40%, là aussi en augmentation assez sensible, hein, puisque 16 points d'augmentation sensibilisent les VIP, les directions générales, les personnes les plus hautes dans l'organigramme de l'entreprise, et ça aussi c'est plutôt une bonne chose. On passe à la classification des actifs et à la gestion des risques. Aujourd'hui, de la même façon, donc là vous avez un comparatif typiquement sur les 3 dernières études, hein, 2020, 2018, 2016. On voit que les organisations qui classifient leurs actifs en totalité, c'est la barre verte, augmente, hein, elle est passée de 22 à 35, à 30 à 35, hein, donc ça va dans le bon sens, et que globalement celles qui ne le font pas, c'est la barre rouge, elle est en diminution assez sensible, hein, 47, 36, 20. Donc ça, c'est plutôt aussi positif. Malgré tout, on a les 2 barres bleues du milieu. Oui, en partie pour la DSI, oui, en partie pour certains métiers. Est-ce qu'on peut considérer que classifier en partie, ça a du sens? Bon, je vous laisse l'appréciation de cette remarque, mais vu du clusif, il nous semble que l'idéal, c'est quand même la barre verte. Alors après, il vaut mieux en faire en partie pour tendre vers le vert, hein, demain, bien sûr, que de ne rien faire du tout. On est quand même dans une dynamique positive, hein, retenons les choses positives également. La gestion des risques, avez-vous réalisé un inventaire des risques? Donc là aussi, hein, les gens nous disent à 23%, oui totalement, et puis ensuite oui pour certains métiers, pour la moitié des organisations, oui pour la DSI uniquement pour 15% et non à 11%. Et de la même façon, quand vous faites un inventaire, hein, des risques, lorsque vous faites un inventaire des risques, est-ce que vous utilisez une méthodologie un peu formelle d'analyse de risque ou un référentiel un peu formel? Et donc, on pose la question sur la base des 3 méthodologies classiques, standards, hein, en France en tout cas, qu'on retrouve très classiquement, ISO 27005, EBIOS et MEARI. Alors EBIOS, on n'a pas fait la différence entre EBIOS 2010 et EBIOS RM, hein, puisqu'on est en phase de passer d'un monde à l'autre, donc c'est tout confondu. Globalement, vous voyez les chiffres, hein, les méthodologies sont quand même assez sensiblement utilisées quand on est sur un inventaire complet. Également lorsqu'on est sur des inventaires en partie pour les métiers, et beaucoup moins lorsqu'on est sur la DSI. Donc les DSI utilisent plutôt pas ces méthodologies-là, mais d'autres méthodes. On n'a pas nécessairement le détail des méthodologies utilisées, mais c'est quand même intéressant à identifier. Pour ce qui est du contrôle d'accès logique, là aussi, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup plus de choses dans le rapport, hein, mais j'avance également assez rapidement. Voilà, on a quand même globalement une progression qui est plutôt significative de l'ensemble des technologies d'authentification, globalement qui augmente d'à peu près 10%. Toutes les technologies d'authentification, donc là je vous en ai pointé 2 parmi toutes les autres, elles sont toutes sur le radar, hein, donc vous les voyez. Et puis à la baisse, la biométrie, voilà, que j'ai entouré en rouge, hein, qui passe de 15% à 9%. Alors certainement lié à des difficultés d'implémentation, à des notions de coût aussi, hein, c'est des mécanismes qui sont un peu lourds à mettre en place et qui sont coûteux. Voilà, mais en tout cas, l'authentification et le contrôle d'accès logique est également sur une pente plutôt positive et augmente globalement d'à peu près 10% à peu près à tous les niveaux. La crypto, c'est toujours intéressant, hein, de chiffrer les informations, de chiffrer les flux, de chiffrer un certain nombre de choses. Donc là aussi, globalement, quand on pose la question, on se rend compte qu'il y a une disparité assez sensible par taille. Est-ce que vous utilisez de la crypto dans votre entreprise? Voilà, les entreprises de 2000 et plus nous disent à 74% oui. Les entreprises de 100 à 249 nous disent à 19% oui. Donc plus on est gros et plus on va se pencher sur la crypto, plus on est petit et moins on va l'utiliser. Également, lorsque des mécanismes sont mis en œuvre, hein, donc là on est sur les oui uniquement, on se rend compte que plus de la moitié des organisations exercent un suivi formalisé des moyens crypto. Donc ça, c'est le verre à moitié plein, hein, plus de la moitié le font. Puis le verre à moitié vide, c'est presque la moitié ne le font pas, 45% ne le font pas. Apprennent parce que le certificat lance un pop-up en disant coucou, ça y est, je suis plus disponible, enfin je ne fonctionne plus, parce qu'il n'y a pas eu de suivi sérieux des mécanismes de crypto. Donc, il y a encore un certain nombre de choses à faire sur la problématique crypto. Il y a matière à améliorer les choses.
La sécurité physique, hein, on l'a dit au début, hein, la sécurité de l'information, c'est bien sûr de l'informatique, mais pas que. Et dans le pas que, ben, il y a aussi les aspects de sécurité physique. Donc voilà, je vous livre là les chiffres un peu bruts et globaux, hein. Le triptyque de tête, hein, la détection incendie, les caméras de surveillance et les contrôles d'accès par badge. Alors avec une petite remarque qui est de se dire, bah tiens, la détection incendie, 65% des organisations en mettent en place. Bon, on est quand même dans du légal, hein, dans de l'obligatoire. Donc certainement que les personnes qui ont répondu n'avaient peut-être pas la vision entreprise, mais la vision peut-être salle machine ou la vision, enfin voilà, une vision parcellaire de la chose et répondaient à une question qui était peut-être pas exactement celle qui était posée. La sécurité liée à l'exploitation. Bah, globalement, dans cette sécurité liée à l'exploitation, on va identifier particulièrement un certain nombre d'outillages. Alors, les outils que je vais appeler classiques, qui sont aujourd'hui globalement et très unanimement adoptés, hein, les antivirus, les anti-malware, les anti-spam, les pare-feux, les firewalls, voilà, avec des taux d'acceptation supérieurs quasiment à 90%, voire à 100% pour un certain nombre. Des outils plus spécifiques et qui sont un peu plus complexes à mettre en place, hein. Donc là, on va parler d'IDS, d'IPS, hein, tout ce qui touche à la détection d'intrusion. On va parler de tout ce qui touche à la supervision des événements de sécurité, les SIEM, à tout ce qui est Network Access Control, sur le fait de pouvoir se connecter, enfin de vérifier un poste avant qu'il ne se connecte au système d'information. Et puis bien sûr, tout ce qui touche à la fuite d'informations, les DLP. Donc là, on est sur des mécanismes plus lourds qui, malgré tout, augmentent tous, hein, vous le voyez, alors plus ou moins forts, mais en tout cas qui sont encore en augmentation. Euh, donc une maturité qui croît et des mécanismes qui sont de plus en plus déployés de ce point de vue-là. Et puis un petit zoom sur la mobilité, puisque en particulier avec Covid, on a vu plein de choses se mettre en place liées à la mobilité, hein, des entreprises qui étaient prêtes, d'autres qui étaient à moitié prêtes et d'autres qui n'étaient pas du tout prêtes. Bon, on a quand même, nous, dans l'étude MIPS, je rappelle, on est sur les chiffres 2019, hein, donc ce ne sont pas les chiffres de Covid, hein, mais on a quand même des questions qui touchent à ces problématiques-là. Et on s'est quand même rendu compte qu'entre 2018 et 2020, il y avait une forte évolution des outils de sécurisation mis en œuvre dans le cadre de la mobilité. Et en particulier, vous voyez, hein, on a entre 16 et 21 points d'augmentation sur un certain nombre d'outils, donc de type outils de contrôle des périphériques autorisés, hein, donc est-ce que je bloque les ports USB et consorts par exemple. Donc là on est bien sur de la mobilité, on parle bien des postes de travail mobiles. Chiffrement des smartphones ou des tablettes, voilà, donc qui a augmenté, qui a quasiment multiplié par 2, hein, qui est passé de 22% à 42%, plus 20 points. Chiffrement sur les PC portables, qui encore une fois lui aussi a fortement augmenté à 19 points d'augmentation, donc passé de 40% à 59%, ou les antivirus ou les anti-malware sur les smartphones et les tablettes. Donc là aussi, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites là-dessus. Sécurité du développement. Augmentation notable entre 2018 et 2020, c'est-à-dire qu'on a fait quasiment plus que doubler, on est passé de 11 à 25%, plus 14 points. Donc vu comme ça, on a fait plus que doubler, encore une fois, c'est plutôt sympathique. Quand on regarde le chiffre final, malgré tout, c'est 25% des organisations qui mettent en place des cycles de développement sécurisés. Et le 25%, pour le coup, il est quand même encore très, très pauvre. On est encore là dans un des points faibles de la sécurité de l'information où le développement n'est pas encore traité à sa juste hauteur du point de vue de la sécurité de l'information. On peut imaginer et on souhaite que les choses évoluent encore. Pour autant, encore une fois, là, on a fait plus que doubler sur les 2 années passées. Mais on part de très très bas. Donc il est temps que les organisations se posent ces questions et avancent fortement. Et puis on a posé la question, lorsque vous faites du développement sécurisé, hein, encore une fois, pour les 25% qui le font, globalement, qu'est-ce que vous utilisez comme méthodologie, qu'est-ce que vous mettez derrière? Voilà, donc on voit du Microsoft SDL, on voit du BSIM et on voit de l'ISO 27034 hein, qui fait une comment dire, une portée plutôt forte par rapport aux années précédentes. Voilà, et puis des bonnes pratiques pragmatiques pour ce qui reste. La suite, la relation avec les fournisseurs. Parmi les questions qu'on pose, hein, c'est est-ce que vous mettez tout ou partie de votre système d'information en infogérance chez un tiers? Donc 51% des organisations, des entreprises nous disent oui, on le fait, et 7% en totalité.
Et pour ces organisations qui le font, on leur demande, est-ce que vous faites un suivi régulier de l'infogérance sur des indicateurs de sécurité? Bien sûr, encore une fois, c'est la sécurité qui nous intéresse, nous. Donc 74% nous disent qu'elles le font, c'est plutôt pas mal, en progression de 12 points, puisqu'on était à 62% il y a 2 ans, et 69% qui font des audits sur cette infogérance. Et là, le bond est assez sensible, puisqu'on est passé de 45 à 69. Toujours dans l'infogérance, est-ce que vous utilisez des solutions en cloud de type SaaS ou autre dans le monde du cloud? Est-ce que vous utilisez des clouds privés, des clouds publics, des clouds hybrides? Donc, vous avez là les différents chiffres. Et ensuite, on pose la question, est-ce que cette vision du cloud est sous contrôle du DSI ou du RSSI, de l'un ou de l'autre? Là, c'est les deux cumulés. Et dans 84%, on nous dit oui. Ce qui sous-entend que dans 16%, c'est sous un autre contrôle, donc par exemple directement des métiers, et on tombe là bien dans la vision du shadow IT, où les DSI et les RSSI s'arrachent quelquefois les cheveux quand les métiers commandent des systèmes particulièrement en SaaS, sans même en parler à la DSI ou au RSSI, avec peut-être des fois des niveaux de sécurité extrêmement faibles. Cette problématique-là, elle reste vraie. Alors, elle diminue d'année en année. Il y a de plus en plus de contrôle ou en tout cas de vision de la DSI ou du RSSI, mais on en a encore pour 16% de Shadow IT. Et puis 37% nous disent qu'ils ont déployé une politique d'utilisation du cloud, donc justement qui définit les tenants, les aboutissants. Moi, je suis un métier, j'ai besoin d'accéder à une application en SaaS, je me réfère à la politique avec les droits et devoirs qui va m'expliquer quelles sont les données que je peux mettre dedans, comment je dois fonctionner, quelles sont les attentes de mon fournisseur, comment je dois l'auditer, etc., etc. Donc là, un gros tiers ont formalisé cette politique. Donc là, il y a encore aussi un peu de travail pour faire mieux. La gestion des incidents de sécurité, l'étude MIPS, bien entendu, s'intéresse particulièrement aussi aux incidents de sécurité. Et dans cette vision des incidents de sécurité, on a une liste un petit peu à l'après-vert des différents types d'incidents qui peuvent arriver. Vous le voyez, si je m'arrête uniquement aux 3 premiers, des pertes de services essentiels, donc coupure d'électricité, d'eau, de climatisation, de télécom, des pannes d'origine interne, donc le hardware, les plantages système, etc., qui restent toujours dans le top 3. Alors, ça a pu évoluer d'une année sur l'autre, vous aurez les détails dans le rapport, mais globalement, qui sont toujours dans le top 3, ces deux-là. Tout ça pour rappeler que les problèmes de sécurité de l'information ne sont pas, bien sûr, ils sont très présents, je vais y venir, mais ne sont pas que des problèmes de malware, de piratage, etc., mais sont aussi des problèmes un peu terre à terre. Voilà, j'ai l'électricité qui s'est arrêtée, j'ai une inondation dans la maison, j'ai une pandémie potentiellement qui est arrivée. Enfin voilà, et on est sur des problèmes un peu plus terre à terre, des pannes également qui sont en tête du top 3. Et puis enfin, la vision, là plus malware, piratage, etc., on a quand même en niveau 3 les infections par virus. Et puis si on cumule un petit peu tous ces malware cyberattaques, on obtient 35%. Donc, vous pourrez faire les additions vous-même, les autres sont en dessous. Par exemple, le tout dernier qui est intrusion physique, l'avant-dernier, intrusion logique sur les systèmes d'information. Voilà, donc quand on cumule tout ce qui est malware, cyberattaque, on obtient 35%. Et donc, potentiellement, cet aspect des malveillants au sens un peu large arrive en tête. Après, nous, on a fait une dichotomie avec en fonction des types de malveillance, et c'est pour ça que c'est réparti un peu différemment. 55%, quasi stable par rapport à 2018, où on était à 57%, des entreprises ont procédé à une évaluation de l'impact financier des incidents. Donc aujourd'hui, plus de la moitié des organisations, c'était un chiffre beaucoup plus faible il y a 6, 8, 10 ans en arrière, mais aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs de se poser la question, combien ça m'a coûté d'avoir un incident de sécurité. Et puis 86% des entreprises n'ont pas souscrit une cyberassurance. Donc voilà, aujourd'hui on sait qu'on peut assurer sur des impacts cyber. Alors bien sûr, comme tout type d'assurance, l'assurance ne couvre pas tout non plus, mais il y a quand même un certain nombre de choses qui peuvent être couvertes. Et aujourd'hui, on voit que 14% seulement l'ont fait et 86% ne l'ont pas fait.
Toujours dans la partie incident de sécurité, depuis c'est la deuxième étude où l'on croise ce qui s'est dit dans le panorama de la cybercriminalité. Vous le savez, le panorama de la cybercriminalité au sein du Clusif, c'est également une des grosses enquêtes, une des grosses études qui est faite et qui, elle, est annuelle. Et donc, on croise avec ce qui s'est dit au panorama qui a été présenté en janvier de cette année. Et donc, en janvier de cette année, le panorama nous a, entre autres, bien sûr, c'est beaucoup plus large que ça, mais nous a, entre autres, parlé de ransomware, de fuite de données et d'attaques via des tierces parties. Et donc, on a posé la question aux personnes qui étaient interviewées dans le cadre de l'étude MIPS, est-ce que vous avez vécu sur 2019 des ransomware, des fuites de données ou des attaques via les tierces parties? Et voilà les réponses. Et donc, le ransomware sort assez sensiblement, puisque 12% des organisations ont vécu un ransomware. Et après, on leur pose la question, est-ce que, alors je m'attarderai pas sur les deux suivants, je vais juste m'attarder sur le ransomware, mais est-ce que ça a été grave ou pas grave, globalement, quelle a été l'importance au sens gravité de la chose du ransomware? Et donc, petite moitié, 48% nous disent globalement il n'y a pas eu beaucoup d'impact, voilà, il y a eu 1 ou 2 postes touchés, on s'en est vite débrouillé. 15% nous disent c'est quand même moyen et 38% nous disent ça a été fort. Et fort, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros de coûts derrière, et ça peut monter jusqu'à des millions d'euros. On a entendu quelques exemples lors du panorama ou il suffit de suivre l'actualité, d'organisations importantes qui ont vécu des ransomware, et ça peut très très vite chiffrer de façon lourde. Donc des impacts forts pour quand même un très gros tiers des organisations qui ont vécu ces ransomware. Là aussi, il y a un certain nombre de questions à se poser en termes de gestion de crise, de traitement de ce type de cyberattaque, sur lequel je ne vais pas non plus rentrer pour des raisons de délai et de temps à passer, mais en tout cas, vous aurez également plus d'informations dans le rapport. Quelques informations complémentaires, 9% des entreprises ont identifié le vecteur d'entrée. Donc on est toujours sur la partie ransomware, un ransomware rançongiciel en français. 10% ont récupéré leurs données et 8% ont communiqué sur le sujet. Ça, c'est aussi quelque chose d'assez nouveau. 8% en soi, c'est peu, mais là aussi, il y a quelques années, personne ne communiquait sur un ransomware. Et si c'était pas rendu public parce que c'était trop visible, surtout, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'organisations qui viennent expliquer ce qui leur est arrivé, et ça va aussi permettre, faire des retours d'expérience, et ça va aussi permettre aux autres organisations qui l'ont peut-être pas encore vécu, et on leur souhaite, de se poser quelques bonnes questions au regard de la possibilité de choper un tel ransomware, un tel rançongiciel, et d'être plus prête si jamais ça leur arrivait. La gestion de la continuité de l'activité, là aussi, un certain nombre de questions, et j'ai ressorti quelques éléments qui me semblaient majeurs. Donc, première question qu'on voit ici, est-ce que vous mettez en place de la continuité d'activité, et si oui, qu'est-ce que ça couvre? Donc, on voit déjà en orange, la barre orange, orange la plus foncée, 14%, aucun processus mis en place. Puis on voit aussi 14% juste en dessous, la barre grise, ne sait pas. Donc il y a quand même 14% des répondants qui ne savent pas dire s'il y a de la continuité d'activité dans la maison, et il y en a 14% qui savent dire qu'il n'y en a pas. Voilà. Et ensuite, quand il y en a, donc on a quand même là 28% potentiellement sur lesquels on peut se poser des questions, et ça serait bien de faire un certain nombre de choses. Et lorsqu'il y en a, on peut répondre plusieurs fois, donc c'est pour ça que vous aurez un total qui est supérieur à 100. Globalement, les organisations ont d'abord mis en place des mécanismes de continuité, orientés sur les systèmes de gestion, puis sur l'indisponibilité des locaux, puis sur la vision ressources ressources humaines, au sens des collaborateurs, des utilisateurs. Ensuite, on leur pose la question sur la gestion de crise. Est-ce que vous avez mis en place des mécanismes de gestion de crise? Parce qu'on peut mettre en place des mécanismes de continuité sans gestion de crise, ce qui dans l'absolu est une hérésie, bien entendu, mais c'est des choses qu'on voit. Et donc là, de la même façon, on nous dit je n'ai pas mis en place de gestion de crise formalisée pour 28%, et puis je n'ai aucun dispositif pour 14%. Donc là, encore une fois, un niveau de rien n'est fait qui n'est pas neutre, où il y a certainement également des choses encore à faire. Et lorsque c'est fait, 42% nous disent on a mis en place des cellules de crise décisionnelles, 40% nous disent des cellules de crise opérationnelles. Bien sûr, là aussi, on est sur une réponse multiple, donc certaines organisations ont les deux. Et ensuite, des processus d'escalade, et enfin une salle de gestion de crise équipée pour 16% d'entre elles. Toujours dans la partie continuité d'activité, c'est bien d'avoir des choses, mais c'est mieux de les tester. Donc
on pose la question, est-ce que vous testez vos dispositifs de continuité? Donc là, vous avez deux barres. La barre du haut, elle correspond au bascule utilisateur. Donc je fais ce qu'on appelle dans le jargon de la continuité des tests de repli utilisateur. Voilà, donc je fais en sorte de valider que mes utilisateurs sont prêts à basculer sur un autre site ou chez eux. Et là, c'est ce qu'on vient de vivre de façon très très lourde avec Covid-19, bien entendu. Et puis la deuxième barre du dessous, c'est je le fais sur mes plans de continuité, de secours, de reprise informatique. Là, c'est la partie IT, la partie technique de la reprise. Et donc là, de la même façon, on voit que dans 23% pour la partie utilisateur et dans 14% pour la partie technique, il n'y a jamais aucun test qui sont faits. Donc toujours cette notion de verre à moitié vide, à moitié plein. Donc ça fait quand même un gros pourcentage qu'il fait, mais aussi un pourcentage qui dit avoir mis en place des choses. Là, clairement, on pose la question à ceux qui nous ont répondu oui, j'ai mis quelque chose, et qui pour autant ne le testent jamais. Ça pose la question de la pertinence, bien entendu, des mécanismes en question. La partie conformité, on arrive à la fin de cette présentation. Encore une fois, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. La partie conformité qui prend en compte plusieurs sujets. Un premier sujet qu'on a voulu centrer sur le RGPD. Vous le savez tous, le RGPD en mai 2018 est devenu obligatoire pour toutes les organisations. Lors de l'étude 2018, on avait posé un certain nombre de questions sur le RGPD, mais encore une fois, cette étude, elle portait sur les chiffres 2017. Donc en 2017, il n'y avait encore pas la vision de l'obligation du RGPD, ou en tout cas pas aussi forte. Donc là, en 2020, on a posé la question pour les chiffres 2018, et là, globalement, à une très grande majorité, les organisations nous disent oui, je considère que je suis conforme. À 73%, c'est un oui absolu. Et à 24%, je le suis partiellement. Alors là aussi, partiellement, ça peut être plus ou moins large, mais en tout cas, dans l'idée du partiel, il y a aussi l'idée du je suis en cours de le mettre en place. Et aujourd'hui, 3% des organisations considèrent ne pas avoir du tout fait le travail de mise en conformité au regard du RGPD. Et toujours sur la partie RGPD, on leur pose la question, le pendant un peu du RGPD, c'est est-ce que vous avez mis en place un DPO, un DPD, un Data Privacy Officer ou un délégué à la protection des données. Alors bien sûr, ce DPO ou DPD n'est pas obligatoire dans toutes les organisations, mais pour autant, il y a de nombreuses organisations qui l'ont mis en place. Et donc là, de la même façon, 57% nous disent oui, on l'a fait. 9% disent c'est en cours, on est en train d'identifier cette personne pour porter les problématiques données personnelles. Bien sûr, on parle du RGPD, mais il y a aussi la loi informatique et liberté, la dernière version qui est connectée au RGPD, mais qui reprend des sujets connexes. Et puis 35% nous disent non, on n'a pas de DPO, DPD au sein de l'organisation. Dans le rapport, on vous précise que lorsqu'il existe le DPO, il est rattaché dans 60% des cas à l'ADG, dans 17% des cas à la direction des systèmes d'information ou équivalent, à l'informatique, on va dire, et dans 7% des cas à la direction juridique. Ça, c'est lorsqu'il existe. Et lorsqu'il n'existe pas, donc les 35% du non, il y a quand même bien quelqu'un qui doit s'occuper du RGPD. Dans la majorité des organisations, on va quand même avoir quelqu'un qui va devoir faire un registre des traitements, etc., etc. Et bien dans ces cas-là, c'est dans 55% des cas le DSI, dans 17% des cas la direction juridique et dans 9% des cas le RSSI. Autre thématique de la conformité, c'est la vision, les deux dernières thématiques, c'est les visions tableau de bord et audit. Donc tableau de bord tout d'abord, donc on pose la question, est-ce que vous avez mis en place un tableau de bord? Alors, hop, il faut juste que j'appuie sur ma touche pour vous dire que dans 30% des cas, il y a un tableau de bord dédié à la sécurité de l'information, qui parle de sécurité de l'information, qui est mis en place. Donc c'est 10 points de plus que qu'il y a 2 ans, mais ça reste encore très faible. Même pas un tiers des organisations aujourd'hui ont un tableau de bord dédié à la sécurité de l'information, avec là aussi des grandes disparités, puisque quand on regarde les plus de 2000 salariés, on est à 83% des organisations qui ont des tableaux de bord. Donc là aussi, plus on est grand et plus potentiellement on va mettre en place des choses. Et lorsqu'il existe, c'est le graphe du dessous, quel type de tableau de bord est mis en place. Donc là aussi, on voit que dans une grande majorité, on va avoir plutôt des tableaux de bord opérationnels. Ensuite, des tableaux de bord plutôt fonctionnels qui sont plutôt orientés pour le RSSI. Et enfin, des tableaux de bord plutôt stratégiques qui, eux, ont plutôt vocation à aller vers la direction générale, le comité de direction, etc.
Et parmi les gens qui nous disent oui, il y a un tableau de bord, il y en a quand même 8% qui disent je ne sais pas ce que contient le tableau de bord. Donc ça, c'est quand même aussi un questionnement intéressant. Et enfin, la partie audit, c'est bien de mettre en place tout un tas de dispositifs, mais dans le cadre de la conformité, on s'attend aussi à ce qu'on fasse du contrôle. Et donc, on se pose la question, combien d'audits ou de contrôles de sécurité du SI ont été menés dans les 2 dernières années. Et donc, globalement, aucun, c'est la barre rouge. Donc, vous voyez que cette barre, elle a tendance à diminuer. Là aussi, on compare sur les 4 études passées, 2014 tout en haut, 2020 tout en bas. Donc, on est passé de 26 à 20%, n'en font pas du tout. Donc, ça diminue. C'est pas une diminution monstrueuse du tout, mais malgré tout, ça diminue d'année en année. A contrario, bien sûr, la barre bleue qui est, on en fait de 1 à 5 a augmenté. Donc, on est passé de 68% à 79%. On a gagné quasiment 10%. Et puis plus de 5 par an, là, c'est j'ai envie de dire les très bons élèves, mais c'est aussi quelquefois parce qu'il y a des obligations légales, réglementaires, ou parce qu'il y a des moyens sensiblement supérieurs à d'autres organisations. Mais en tout cas, 2% font plus de 5 audits ou contrôles par an de leur système d'information. Si on regarde un petit peu ces audits, de quoi on parle globalement, pour une grande majorité d'entre eux, on parle de tests d'intrusion, puis d'audit de type organisationnel, un peu tout type d'audit organisationnel confondu, puis d'audit de configuration. Voilà, là vous avez le top 3, vous aurez le détail dans le rapport. Et enfin, on pose la question, ces audits, vous les faites parce que vous êtes persuadé que la sécurité c'est important ou bien parce que quelque part vous êtes obligé de le faire, à 59%. Et là, il y a un bond assez fort, puisqu'on a 26 points de plus qu'en 2018. Les organisations, les entreprises nous répondent que c'est lié à une exigence contractuelle ou réglementaire. Alors, réglementaire ou légale, légal, réglementaire ou contractuel. Donc, business, on va dire. Voilà, je vais conclure cette présentation de MIPS, de la partie entreprise de MIPS 2020. Et après, je serai tout à vous pour les éventuelles questions. Le temps passe très très vite. La menace est toujours présente. On imagine bien qu'elle ne va pas fléchir de sitôt, puisque au fur et à mesure que des contre-mesures sont trouvées, qu'elles soient techniques ou organisationnelles, les malveillants sont toujours plus inventifs. Et puis, il y a aussi les menaces naturelles. Il y a de plus en plus de canicules, de plus en plus d'ouragans, de plus en plus, on parle aussi beaucoup d'environnement. C'est pas l'objet de MIPS, mais ça amène un certain nombre de menaces d'origine naturelle qui sont loin d'être négligeables et qui posent des problèmes de sécurité de l'information, en particulier en termes de disponibilité. Le nombre de RSSI est encore en croissance, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On voit que la maturité des organisations évolue et comprennent de plus en plus, alors souvent liés à des lois, des règlements ou du business, des aspects contractuels, mais malgré tout qui leur permet de faire en sorte que le RSSI prenne de plus en plus de place et qu'il y en ait de plus en plus. Il y a de plus en plus de personnes identifiées comme étant RSSI. Encore une fois, des fois, il fait ça avec 3 autres métiers et des fois, il a une équipe de 30 personnes. Il y a des grandes disparités en fonction des organisations, bien sûr, mais le RSSI est de plus en plus présent. C'est quand même un point très, très positif. Les lois et les règlements continuent de tirer vers le haut la sécurité de l'information, je le disais tout à l'heure, et le business aussi, les obligations au sens des demandes des clients. Les entreprises, plus elles sont grandes, plus elles sont matures. Ça, on le voit d'année en année et ça reste vrai. Vous aurez beaucoup de chiffres aussi dans le rapport d'études qui comparent en fonction des tailles d'entreprise. Je vous en ai présenté quelques-uns, mais il y en a bien d'autres dans le rapport final. La mobilité, qui prend de plus en plus de place. Et là, je refais un petit aparté. Encore une fois, on n'est pas sur une étude qui va traiter de Covid. Covid, en France, c'est surtout T1 et un bout de T2. Et encore, on est encore dedans, ceci dit. Même si on commence à déconfiner, on est encore bien dedans pour un certain nombre d'organisations. Donc, on est vraiment sur les chiffres 2019. Mais déjà en 2019, on voyait bien que la mobilité devenait un vrai sujet et que les plus forts taux de croissance de protection des systèmes sont dans les systèmes mobiles, les smartphones, les tablettes et les PC portables. Donc, on verra l'étude 2022 ce qu'elle pourra nous dire des chiffres liés en sortie de Covid. Ça sera certainement très, très intéressant. Les aspects organisationnels s'améliorent, ça c'est une réalité, mais mais on peut encore mieux faire. On voit bien que la conscience de la sécurité évolue. Il
plutôt dans le bon sens, qu'il y a tout un tas de choses qui se mettent en place, mais il y a encore matière à faire mieux, et en particulier dans les plus petites organisations, très clairement. De la même façon, si on regarde par secteur d'activité, on voit très, très clairement que le secteur de la finance, la banque assurance, est globalement beaucoup plus mature que les autres secteurs. Je dis bien globalement. Après, hein, au cas par cas, en fonction des questions, on peut avoir des différences. Et pour finir, pour pré-finir cette conclusion, je voulais rappeler le chiffre que j'ai identifié au tout début, cette notion de variable d'ajustement budgétaire. Aujourd'hui, seuls 8% des budgets sécurité sont sanctuarisés, 56% des budgets sécurité sont entièrement remis en cause chaque année. Je pense, et l'on pense au CLUSIF, que si on veut être certain que la sécurité prend toute sa place, il est important de travailler sur ce sujet. Plus les budgets seront sanctuarisés, plus on sera certain que quelque part, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils ne bougent pas, ça ne veut pas dire que d'une année à l'autre, on va en donner plus ou on va en donner moins, mais simplement le fait que le budget sécurité soit fiable et soit assuré, c'est quelque chose d'absolument primordial pour pouvoir être certain que la sécurité a toute sa place. Quand on est une variable d'ajustement budgétaire, même si on met beaucoup d'argent dedans, ça sous-entend qu'à un moment donné, on n'a pas encore intégré au niveau des directions générales la pertinence absolue des moyens à mettre en termes de sécurité de l'information. J'en ai fini avec cette présentation. Je vais absolument terminer. Pour ceux qui sont habitués aux enquêtes MIPS depuis que j'en suis le responsable, chaque année je glisse un petit proverbe, et donc cette année j'ai voulu glisser un proverbe sud-africain au sein de cette étude, voilà. Et je le trouve assez intéressant. Voilà, quand un arbre tombe, on l'entend. Quand la forêt pousse, pas un bruit. C'est bien l'idée que de se dire que les choses qui vont tranquillement sont pas toujours visibles. Donc encore une fois, oui, une partie du verre à moitié vide, mais aussi une partie du verre à moitié plein. Je ne veux pas l'oublier. On a tendance souvent à pointer les choses un peu négatives d'une manière générale. Il ne faut pas les oublier non plus, il faut les pointer, c'est important, il faut se le dire. Mais il y a aussi tout un tas de choses qui avancent positivement, mais tranquillement. Voilà, les choses évoluent petit à petit. Quand on fait un retour arrière sur 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, on voit bien qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont dans le bon sens. Donc voilà, merci à tous de votre écoute. Je suis à votre entière disposition si vous avez des questions. Donc je vous rappelle que normalement dans votre panneau de contrôle GoToWebinar, vous devez avoir quelque chose qui s'appelle questions. Posez une question. Et c'est dans ce cadre-là que vous pouvez me poser les questions auxquelles je me permettrai de répondre, ou en tout cas j'essayerai de répondre sous réserve que je puisse y répondre dans le cadre de l'étude MIPS. Je suis à votre écoute. Merci Lionel pour cette présentation. Beau challenge d'avoir tenu en ligne, nous avoir tenu en haleine pour ces commentaires de chiffres qui sont toujours très intéressants, appréciés et très très attendus par la profession et même au-delà de la profession. Alors, je ne vois pas de questions arriver. Est-ce qu'il y a des questions? Comment j'ouvre ça, moi? Hop. Si j'ai une question à chaud, Lionel, puisque du coup, c'est souvent la première question la plus dure à poser, donc je vais la poser, j'ai le privilège de pouvoir la poser. Je les vois pas bien dans l'outil, pour être tout à fait honnête. Il y en a, mais je les vois. Comment je peux les voir toutes? Lionel, je vais me permettre de te les lire alors? Ouais, je veux bien, ouais, parce que je les vois pas toutes. J'ai qu'une ligne en fait dans l'outil, donc je dois louper quelque chose, mais alors, j'ai qu'une ligne. dans l'ordre, on a une question sur l'étude elle-même. Combien de jours hommes de travail, de dépouillement et d'analyse? Alors tout cumulé, on doit être sur au moins une bonne 50aine de jours hommes et peut-être 60 ou 70, entre 50 et 70 jours hommes.
Ok, on a une question du journal L'Opinion de Cécile Lemoine qui nous demande comment expliquer les gros écarts entre petites et grosses entreprises dans leurs pratiques de sécurité. Alors, c'est une question qui revient assez régulièrement, hein. C'est un peu toujours la même chose, hein. C'est d'une part globalement, quand on est une petite organisation, si on n'a pas des obligations absolues, on va pas tellement s'intéresser à la sécurité, donc on va pas y mettre des moyens. Nommer un RSSI, même s'il est à temps partagé, pour s'occuper de la sécurité de l'information, ça a un coût qui est pas neutre. Euh, la majorité des grandes organisations ont nécessairement plus de moyens, même si quand on parle avec certains RSSI de grandes organisations, ils trouvent que c'est pas assez pour eux aussi, mais c'est vraiment une question de moyens, hein, d'une manière générale, aussi une vision de la sensibilité, également une vision où dans les petites structures, très souvent, et on le voit bien ça dans les chiffres MIPS, hein, d'ailleurs, très souvent la sécurité est traitée de façon technique uniquement. C'est-à-dire c'est un problème d'IT, c'est un problème de DSI, c'est un problème d'informatique. À partir du moment où on bascule dans un modèle RSSI, bien sûr qu'encore une fois l'informatique a toute sa place et qu'elle est présente, mais on n'est pas du tout plus que sur l'informatique. On bascule absolument sur une vision RH, services généraux, achats, etc., qui va être beaucoup plus transverse. Et cette notion-là, elle est un peu plus difficile à mettre en place dans les petites organisations qui ne sont pas nécessairement habituées à ça, où on a chacun un petit peu sa fonction et pas nécessairement de vision globale. Alors, on a une question sur les ransomware. Seuls 10% des sociétés attaquées par un ransomware ont récupéré leurs données. Est-ce que c'est exact? Alors, c'est les chiffres qui sortent de MIPS. Est-ce que c'est exact? Clairement aujourd'hui, encore une fois, hein, statistiquement, on est sur une étude qui est fiable, hein, et on pourrait prendre le temps d'expliquer en quoi elle est réellement très fiable. Mais c'est les chiffres qui sortent de MIPS. Donc effectivement, aujourd'hui, je crois que c'est 9%, hein, de tête précisément, des organisations nous disent, des entreprises nous disent, j'ai récupéré mes données. Alors, là aussi dans le rapport, il y aura plus d'informations là-dessus, avec entre autres une petite phrase issue de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui a tendance à ne pas conseiller à payer lorsque vous avez un ransomware. Généralement, on vous demande donc une rançon pour récupérer vos données. Et effectivement, on est plutôt dans un modèle où aujourd'hui, on déconseille aux organisations, d'une manière générale, hein, de payer une rançon, puisque même lorsqu'on la paye, on n'est pas certain de récupérer ces informations. Alors, on a une question sur le rapport, deux questions sur le rapport détaillé. Donc, la première, est-ce que la certification ISO 27001 est prise en compte? Et deux, je couple avec la question, est-ce que le secteur santé sociale est représenté dans cette étude? Alors, je réponds à la seconde d'abord. Le secteur santé sociale, je l'ai dit au début, on a aujourd'hui trois typologies, trois thématiques: entreprises privées de plus de 100 salariés, collectivités territoriales. Le détail de l'échantillon vous sera présenté par Cyril le 30 juin, et internautes. Et on a un quatrième thème qui est géré d'une étude sur l'autre, qui est le thème santé. Donc, si vous allez sur l'étude 2018, vous aurez les réponses sur la santé. Alors, ça m'amène à parler très très brièvement de l'évolution de MIPS. Donc, jusqu'à présent, tous les 2 ans, on avait une étude qui prenait 3 thèmes en compte. Pourquoi 3 et pas 4? Alors qu'on a bien 4 thèmes traités, mais sur 2 études. Tout simplement pour des raisons de temps et de coût. Parce que derrière, c'est plus cher de faire un thème de plus, puisqu'on achète cette prestation-là, l'enquête, à un cabinet externe. Et puis aussi parce que dans le dépouillement, dépouiller un thème de plus, ça prend du temps. Donc les 4 thèmes, entreprise, collectivité territoriale, santé et internautes, étaient traités 3 thèmes par 3 thèmes tous les 2 ans. On va faire évoluer le modèle de MIPS. Alors, j'ai pas encore de date précise parce que avec Covid, je sais pas sous quel délai ça va se mettre en musique, mais on veut le faire évoluer vers une thématique tous les 6 mois, ce qui permettrait de traiter les 4 thèmes tous les 2 ans, et non plus pour le thème COTER, collectivité territoriale, et santé, tous les 4 ans, qui actuellement a été en balance l'un l'autre d'une étude sur l'autre. Et donc cette évolution va se faire
en 2021, en 2022, je ne sais pas encore le dire, mais en tout cas, on va la faire. On tend vers ça, de façon à ce que chaque thématique revienne tous les 2 ans. Donc, imaginons que si on démarrait au 1er janvier 2021, on ferait par exemple, encore une fois, tout ça n'est pas totalement calé, mais on ferait par exemple entreprise sur le premier semestre 2021, on ferait Cotère sur le second semestre 2021, on ferait hôpitaux sur le premier semestre 2022 et internautes sur le deuxième semestre de 2022. Et ensuite, on rejoue ça. Et donc, tous les 2 ans, chacune des thématiques va revenir. Donc, c'était déjà le cas d'internautes et de entreprises, et ça sera le cas à nouveau de santé et de collectivité territoriale. Donc, oui, on a bien la santé, mais pas cette année. Pour ceux qui sont intéressés par la santé, je vous renvoie vers l'étude 2018 et sur la prochaine étude qui va prendre en compte donc la thématique santé. Alors Lionel, je te bouscule un petit peu parce qu'on a encore énormément de questions. Je bien, oui. Est-ce que la norme ISO 27001 est prise en compte? Alors, je sais pas ce que cette question-là, on peut la comprendre de plein de façons. Donc, je sais pas ce que ça veut dire derrière. Il y a des endroits où on parle de la norme 27001 dans le rapport, oui, bien sûr. À un moment donné, on pose la question quel type de norme, à quel type de norme êtes-vous soumis, par exemple. Et donc, oui, la 27001 apparaît. Là, ce qui est sûr, c'est que les thématiques sont prises en compte sur la base de l'annexe A de la 27001 ou de la 27002. C'est les 14 chapitres que j'ai présentés au tout début. A-t-on un chiffre concernant les budgets SSI par rapport au budget IT? Alors oui, dans le rapport, je l'ai pas de tête et je propose, vu le nombre de questions, de ne pas aller le chercher en live, qui pourrait prendre un peu de temps. La crise du Covid sera, alors c'est plutôt une remarque, la crise du Covid sera un bon indicateur pour mesurer si les budgets de sécurité sont soumis à une grande variable d'ajustement. Donc voilà, une petite remarque transmise. Entièrement d'accord avec la remarque et effectivement à suivre. Alors, on a une question sur la communication qui est presque plutôt liée à Panocrine. Conseillez-vous de communiquer en cas de cyberattaque? C'est une question, j'ai envie de dire, difficile. Là, c'est chaque organisation qui se positionne. Alors déjà, il y a les cyberattaques qui sont visibles. Alors je vais en citer quelques-unes parce que c'est paru dans la presse, etc. Et ça a été dit par exemple aussi au Panocrime, mais des structures comme Altran, des structures comme le CHU de Rouen, etc. Quand le CryptoLocker arrive chez eux, à un moment donné, c'est visible. Donc de toute façon, la presse s'en empare. Et là, si vous n'avez pas communiqué ou si vous n'êtes pas prêt à communiquer, ça va poser quelques soucis. Après, si c'est pas visible, c'est la liberté de chaque organisation. Et là, donc, c'est vraiment au cas par cas. Moi, j'ai pas d'avis a priori. Ça dépend de chaque cas. On a une question sur le rapport. Quand est-ce que le rapport complet sera partagé? Donc, c'est le 8 juillet, après la présentation internaute. On a une question sur la nature des entreprises. MIPS concerne-t-elle les entreprises en France ou les entreprises françaises? Les entreprises en France. Alors, existe-t-il des initiatives pour sensibiliser les chefs d'entreprise des PME? Alors oui, il y a des choses. Donc là aussi, dans l'introduction en particulier du rapport, vous verrez, il y a un renvoi, entre autres, vers la CGPME, qui a fait un certain nombre de documents qui permettent de se poser quelques bonnes questions en matière de sécurité de l'information. Il y a également un document qui existe au sein de l'ANSSI, donc tous ces documents sont publics, on peut aller les télécharger sur les sites web, qui est spécifique pour les PME, qui bien sûr, encore une fois, n'ont pas nécessairement les mêmes moyens que des grandes organisations. Il y a pour autant des choses assez simples à mettre en place qui peuvent permettre d'avoir un niveau de sécurité tout à fait raisonnable, même quand on est une petite structure. Alors, on a une question sur la conformité à la directive Nice. A-t-elle été prise en compte? Un peu la même question que sur la norme ISO 27001. Alors, c'est la même idée. Dans la liste à l'après-vert des normes diverses et variées qu'on a identifiées, il y a Nice, il y a la LPM, il y a un peu tous les lois et les règlements qui touchent à la sécurité. On a une question spécifique également, donc que j'ai pas traité là. Pareil, j'ai pas les chiffres en tête exacts, mais vous les aurez dans le rapport sur à quelle loi et règlement êtes-vous soumis en matière de sécurité spécifique à la sécurité de l'information. Et là, on a la liste à l'après-vert de toutes ces lois et règlements qu'on connaît bien aujourd'hui. Alors, on a deux questions qui se recoupent un petit peu, savoir si on a moyen avec cette étude d'identifier la perception des dirigeants sur la sécurité. Et est-ce qu'elle est toujours ressentie comme un centre de coût au lieu d'être créatrice de valeur?
C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, hein, et ce 56% versus ce 8% qui pour moi tend plutôt à penser ça. Le fait que le budget sécurité soit une variable d'ajustement laisse à penser que les directions générales n'ont pas encore tout à fait bien perçu l'importance réelle de la sécurité, au-delà des obligations légales, au-delà des obligations réglementaires, au-delà des obligations business. Il y a encore beaucoup d'organisations qui font les choses parce qu'obligées. On a une question sur la fonction RSSI. Est-ce que la fonction de RSSI à temps partagé existe? Oui, alors même chose, j'ai pas le chiffre en tête exact, mais vous aurez ça dans le rapport. On identifie le positionnement des RSSI et effectivement, il y a bien une ligne où on identifie qu'on a moins de 1 RSSI. Donc il y a bien une personne nommée, mais comme il est moins de 1, ça sous-entend bien qu'il fait d'autres choses. Après, on n'a pas nécessairement identifié les autres choses qu'il faisait. Alors, Mais on dans a les des questions. petites organisations en particulier, c'est assez classique que le RSSI ait plusieurs casquettes. On a des questions qui touchent un peu le domaine santé. On a quelqu'un qui nous dit qu'il est RSSI d'un CHU, qu'il n'a pas eu d'entretien sur la sécurité. On nous demande si la thématique santé contient uniquement des établissements de santé ou si les mutuelles ou organismes de sécurité sociale sont représentés. Alors là, je vous renvoie vers l'étude 2018 qui décrit précisément comment dire, la liste des organisations de santé qui sont prises en compte. Je vous avoue que je l'ai plus en tête comme ça. J'entends plus. Et on a une question sur le cloud, un internaute qui nous dit que c'est l'enjeu à venir des 3 prochaines années. Est-ce que le rapport l'aborde? Bien sûr. Alors j'en ai parlé rapidement dans la présentation que j'ai fait tout à l'heure. Mais oui, bien sûr, on parle du cloud et justement de la prise en compte. Et d'ailleurs, un autre chiffre que j'avais pas cité, on se rend compte qu'aujourd'hui 10% des organisations qui ont des sinistres liés, de type sécurité de l'information, qui touchent à la sécurité de l'information, viennent par des prestataires. Alors pas nécessairement que cloud ou pas nécessairement que infogéreur, mais des prestataires. Voilà, un certain nombre d'organisations qui sous-traitent des choses, qui sont peut-être elles très bien sécurisées et qui ont peut-être pas assez fait attention à ce que leurs prestataires soient correctement sécurisés eux-mêmes et pour lesquels ils peuvent avoir des fuites d'informations par exemple. Et enfin, une dernière question pour clore peut-être, si j'ose. Les vagues nombreuses de rançongiciels depuis le début 2020 ont-elles modifié les comportements, les environnements logiciels, voire les budgets? Alors malheureusement, je ne peux pas répondre au type de l'étude MIPS là-dessus, puisqu'encore une fois l'étude MIPS porte sur les chiffres 2019. Je ne botte pas en touche, c'est juste que MIPS ne répond pas à ça. Donc on verra avec la prochaine version de MIPS. Après, aujourd'hui, on voit des lignes qui bougent quand même, que ce soit sur les vagues de rançongiciel, que ce soit liées au confinement. On voit qu'il y a des choses qui bougent. Alors par ailleurs, je sais qu'il y a un groupe de travail qui est en train de se mettre en place au CLUSIF pour justement avoir une certaine réflexion autour de la problématique Covid et de tout ce que ça a engendré. On va les laisser travailler. C'est un travail de cet été, si je ne m'abuse, et on verra ce que ces gens-là nous diront en sortie de l'été. C'est tout pour les questions. Très bien. Écoutez, merci beaucoup à tous et à toutes. Je crois qu'on a eu à peu près 200 personnes en ligne, donc c'est super. Merci vraiment d'avoir participé à cette restitution. Le rapport, je le redis, entreprise va être publié, si ce n'est déjà fait, dans les heures à venir et sera disponible sur le site du CLUSIF. Je vous encourage également à participer aux restitutions de collectivités territoriales le 30 juin et d'internautes le 8 juillet. Et puis, écoutez, pour les membres du CLUSIF, on aura sûrement l'occasion d'une façon ou d'une autre de se croiser puisque j'y suis quand même assez présent. Et puis pour les non-membres, encore une fois, je ne peux que vous inviter à devenir membre. L'esprit de l'échange au sein du CLUSIF, il se passe plein de belles choses et à très bientôt. Merci à tous et à toutes.